Je devinais chez lui une certaine satisfaction. Il devait percevoir que je commençais à comprendre la force et l'étendue de cette théorie. Il est vrai que j'étais bluffée. J'avais le sentiment que les êtres humains étaient victimes de leurs propres idées, de leurs propres convictions, de leurs propres croyances, pour reprendre son terme. Le plus terrible peut-être était qu'ils ne s'en rendaient pas compte. Et pour cause, ils ne se rendaient même pas compte qu'ils croyaient ce qu'ils croyaient. Leurs croyances n'étaient pas consciemment dans leur esprit. J'avais envie de le crier à la terre entière, d'expliquer aux gens qu'il fallait arrêter de croire n'importe quoi. Je voulais leur dire qu'ils se pourrissaient la vie à cause de choses qui n'étaient même pas la réalité. Je me voyais parcourir la planète au volant de l'une de ces camionnettes qui servent à faire la promotion des cirques en tournée. Je crierais dans le haut-parleur qui diffuserait ma voix amplifiée de village en village. Mesdames et messieurs, il faut absolument arrêter de croire ce que vous croyez. Vous vous faites souffrir, croyez-moi. Il ne faudrait pas 3 jours pour que les hommes en blanc viennent me chercher et me passent une camisole. Mon cirque à moi aurait alors des portes capitonnées. Une chose quand même, ces croyances que l'on a, elles concernent quel domaine? Elles s'entendent où? Nous avons tous développé des croyances sur nous, sur les autres, sur nos relations aux autres, sur le monde qui nous entoure, sur à peu près tout, depuis notre capacité de réussir nos études jusqu'à l'éducation de nos enfants, en passant par notre évolution professionnelle et nos relations conjugales. Chacun de nous porte en lui une constellation de croyances. Ils sont innombrables et dirigent notre vie. Et certaines sont positives, d'autres négatives, c'est ça? Non, pas tout à fait. On ne peut pas juger nos croyances. La seule chose que l'on puisse affirmer est qu'elles ne sont pas la réalité. Ce qui est plus intéressant en revanche, c'est de comprendre leurs effets. Chaque croyance a tendance à produire à la fois des effets positifs et des effets limitants. Maintenant, je reconnais que certaines croyances induisent davantage d'effets positifs que d'autres. Oui, il me semble qu'on a plutôt intérêt à croire que le monde est amical, non? D'ailleurs, je ne vois pas en quoi la croyance que le monde est dangereux peut avoir des effets positifs. Si, il en a quand même. Une telle croyance nous amènerait bien sûr à vous protéger excessivement. Vous vous gâcheriez sans doute un peu la vie. Mais le fait est que si un jour vous rencontriez un danger réel, vous seriez peut-être plus protégé que celui qui croit que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oui. C'est pour cela qu'il est pertinent de prendre conscience de ce que l'on croit, puis de se rendre compte que ce ne sont que des croyances, et enfin de découvrir leur effet sur notre vie. Cela peut nous aider à comprendre bien des choses que nous vivons. À ce propos, hier, vous m'avez dit qu'on aborderait ce qui m'empêche d'être heureux. Oui, mais je vais d'abord vous faire travailler seul. J'ai 2 missions à vous confier, que vous réaliserez après notre séance, en attendant que l'on se revoie. D'accord. La première consiste à rêver tout en restant éveillé. Ça, je crois que je saurais faire. Alors, vous rêverez que vous êtes dans un monde où tout est possible.
Imaginez qu'il n'y a aucune limite à ce que vous êtes capable de réaliser. Faites comme si vous aviez tous les diplômes du monde, toutes les qualités qui existent, une intelligence parfaite, un sens relationnel développé, un physique de rêve, tout ce que vous voulez. Tout vous est possible. Je sens que je vais bien aimer ce rêve. Ensuite, vous imaginerez à quoi ressemble votre vie dans ce cadre. Ce que vous faites, votre métier, vos loisirs, comment votre vie se déroule. Gardez en permanence à l'esprit que tout est possible. Puis, vous noterez cela et vous me l'apporterez. Très bien. Votre deuxième mission consiste en quelques recherches à mener. Des recherches ? Oui, je voudrais que vous rassembliez les résultats de recherches scientifiques qui ont été menées aux États-Unis sur les effets des placebos. Nous en parlerons ensuite ensemble. Mais où vais-je trouver ça ? Aux États-Unis, tous les laboratoires pharmaceutiques mènent de telles recherches car ils y sont obligés. Ils n'ont pas le droit de mettre sur le marché un nouveau médicament sans avoir prouvé scientifiquement qu'il est plus efficace qu'un placebo, c'est-à-dire une substance inactive. Cela fournit indirectement des chiffres précis sur l'efficacité des placebos. Personne n'utilise ces chiffres. Moi, je les trouve pourtant dignes d'intérêt. Je sais que des laboratoires ont publié certains résultats. Vous les trouverez. Vous les connaissez ? Bien sûr. Mais dans ce cas, pourquoi me demandez-vous de les rechercher ? Nous gagnerons beaucoup de temps en en parlant tout de suite. Vous savez, je prends l'avion samedi pour rentrer chez moi. Ça nous laisse peu d'occasions de nous rencontrer. Parce que ce n'est pas du tout la même chose d'écouter quelqu'un, vous relayer une information et de la rechercher soi-même à la source. Excusez-moi, mais je ne vois pas ce que ça change. Si je vous en parle, vous pourrez toujours douter des chiffres que je vous donnerai. Et vous connaissant un peu, je sais que c'est ce que vous ne manquerez pas de faire. Peut-être pas sur le moment, mais plus tard. Par ailleurs, ce n'est pas en écoutant quelqu'un parler que l'on évolue. C'est en agissant et en vivant des expériences. Mais où est-ce que je vais pouvoir collecter ces informations ? Je ne réside pas à l'hôtel. Je n'ai aucun moyen d'accéder à Internet. Et je n'ai jamais vu de cybercafé dans l'île. Celui qui se laisse arrêter par la première difficulté rencontrée ne va pas loin dans sa vie. Allez, je vous fais confiance. Une dernière chose, à quelle heure dois-je venir demain pour que vous soyez pleinement disponible, que vous ayez du temps ? Il me regarda quelques instants en souriant. Je me demandais si j'avais encore dit ce qu'il ne fallait pas. Aujourd'hui, je les accumulais. Surtout, ne vous mettez pas à croire que vous avez besoin de moi. Le temps que je pourrai vous consacrer à l'heure où vous viendrez sera suffisant. En rejoignant ma voiture, je me demandais comment cet homme pouvait rester aussi calme, serein, avec un regard si bienveillant, tout en disant parfois des choses qui n'allaient absolument pas dans le sens de ce que j'avais envie d'entendre. C'était vraiment un être inattendu, pas comme les autres, et je continuais d'être étonnée par sa connaissance des informations occidentales qui contrastaient avec son personnage. J'aurais facilement juré qu'il n'avait jamais quitté son village, et j'avais du mal à concevoir que ce vieillard de l'autre bout du monde ait puisé sa sagesse dans des recherches occidentales. Bizarre.
Je commençais à connaître la route et je fus à bout en peu de temps. Le soleil se couchait tôt sous les tropiques et il faisait déjà nuit quand je me garais près du grand marché. Des senteurs d'encens se dégageaient de la terrasse jardin d'un petit restaurant. Les balinés utilisent souvent l'encens pour repousser les moustiques. On envoyait des tiges se consumer sur des coupelles disposées dans les jardins ou à l'entrée des maisons. Cela contribuait à l'ambiance envoûtante de la nuit à Oboun. Je me glissais dans le restaurant, m'installais sous un arbre et commandais un poisson grillé. Des bougies étaient disposées sur les tables du jardin, complétées par quelques torches plantées dans l'herbe, qui brûlaient lentement en diffusant une lumière douce et chaude. Quelques éclats de voix jaillissaient çà et là en provenance de la rue, sans doute des balinés élant quelques passants étrangers pour leur proposer leur service de taxi improvisé. J'avais 1 heure devant moi avant le concert. Bali était le seul endroit sur Terre où je ne regardais pas ma montre toutes les demi-heures. Et si le temps n'avait pas d'importance, il était l'heure qu'il était, c'est tout. Comme la météo, personne ne cherchait à savoir quel temps il fera. De toute façon, chaque journée offrirait aussi bien du soleil que de la pluie. C'est ainsi. Les balinés acceptaient ce que les dieux leur donnaient sans se poser de questions embarrassantes. Je repensais à la demande du sage de rêver à une vie idéale où je serais heureux. J'avais besoin d'un peu de temps pour me mettre dans la peau de quelqu'un pouvant vraiment tout se permettre et imaginer à quoi ressemblerait ma vie. On n'a pas ce genre de considération tous les jours. Personnellement, j'avais plus l'habitude de remarquer chaque jour de ce qui n'allait pas dans ma vie que de penser à ce que je voudrais vraiment qu'elle soit. Lorsque je m'autorisais à rêver, la première chose qui me vint à l'esprit fut que si tout est possible, je changerais de métier. Professeur était, certes, un métier noble et valorisant, mais j'en avais assez d'enseigner une matière à des élèves qui ne l'appréciaient pas et que cela ennuyait même profondément. Je savais bien sûr qu'en s'y prenant différemment, on pourrait accroître leur motivation à apprendre et finalement les intéresser, mais j'étais tenue d'appliquer à la lettre le programme officiel et de m'en tenir aux méthodes pédagogiques en cours, méthodes complètement inadaptées aux élèves d'aujourd'hui. Je ne supportais plus d'être pris en sandwich entre les exigences de mon administration et celles du terrain, totalement divergentes. J'avais envie d'air frais, de changer radicalement de métier et de me réaliser dans un domaine artistique. Je rêvais de faire de ma passion mon métier et ma passion. C'était la photographie. J'aimais par-dessus tout saisir des expressions de visage avec des portraits qui révélaient la personnalité du sujet, ses émotions, ses états d'âme. Même la photographie de mariage m'attirait. Si tout est possible, je créerai mon propre studio de photographie. Pas l'une de ces usines à débiter des photos posées, sans intérêt. Non, un studio spécialisé dans les photos prises dans l'instant, sur le vif, pour capter des attitudes et des expressions qui montraient qui était la personne. Mes photos raconteraient des histoires. En les regardant, on comprendrait ce que pense et ressent chacun, et décoderait les émotions des parents, les espoirs ou les craintes des beaux-parents, le regard de la sœur aînée qui se demande quand viendra son tour, celui des divorcés qui se disent que ces jeunes mariés croient au Père Noël. Je voudrais aussi immortaliser le bonheur des gens et que toute leur vie, ils puissent d'un coup d'œil se replonger dans l'ambiance de ce grand jour et accéder aux émotions qui auront été les leurs. Une photo réussie est plus parlante qu'un long discours.
Mon studio aurait beaucoup de succès et accéderait à une certaine notoriété. Des magazines s'intéressant à mon travail publieraient certaines de mes œuvres. Je serais enfin reconnue pour mon talent. Oui, ce serait cool. Je conserverai des tarifs raisonnables pour permettre à un large public de s'offrir mes services. Néanmoins, j'arriverai sans peine à doubler ou même à tripler mon salaire d'enseignant. Je pourrai enfin m'offrir une maison. Une belle maison dont je dessinerai les plans et que je ferai construire. J'aurai un jardin et j'y bouquinerai le week-end, allongé dans un transat à l'ombre d'un talus. Je me coucherai dans l'herbe et ferai la sieste, les narines taquinées par le parfum des pâquerettes. Et puis bien sûr, je serai avec une femme que j'aimerais et qui m'aimerait. Cela va de soi. J'apprendrai aussi à jouer du piano. J'ai toujours tellement eu envie de jouer d'un instrument. Cette fois, je le ferai. Et ensuite, j'interpréterai des nocturnes de Chopin le soir, dans mon grand salon, pendant que le feu cripeterait dans la cheminée. De temps en temps, j'inviterai des amis et je jouerai pour eux. Mon bonheur sera contagieux. Votre poisson, monsieur? Pardon? Vous voulez du citron ou de la sauce épicée? Du citron, merci. Le poisson était présenté entier dans mon assiette et j'avais l'impression que son œil me regardait. Je me mis à culpabiliser de rêver au bonheur pendant que ce poisson était mort pour moi. Il me le rappelait en me fixant du regard. J'étais presque surpris de constater que mon rêve n'était pas démesuré. Je n'avais pas besoin de devenir milliardaire pour être heureux, ni d'être une rockstar ou un homme politique connu. Et pourtant, ce simple rêve et le bonheur qu'il contenait me semblaient inaccessibles. J'en voulais presque au guérisseur de m'avoir entrouvert une porte sur ce qu'aurait pu être ma vie. Une porte qui, une fois refermée, me laisserait un goût amer en faisant apparaître, au grand jour de ma conscience, le décalage immense entre rêve et réalité. Il me restait à accomplir l'autre mission qu'il m'avait confiée. Je me demandais où je pourrais trouver un accès Internet. Sans doute dans un hôtel, à condition qu'il soit suffisamment luxueux pour être équipé en conséquence. Mais on risquait de m'en refuser l'utilisation puisque je n'y résidais pas. Bon, j'essaierai demain. Je tenterai ma chance dans l'un des palaces de la côte. J'inventerai un beau bar et j'essayerai de me débrouiller. Le poisson n'avait pas l'air d'approuver mon idée. Il continuait de me fixer de son œil culpabilisateur. L'appétit coupé. Je finis par demander l'addition, abandonnant mon assiette à moitié pleine. Désolé mon vieux, tu seras mort pour rien. Dehors, je retrouvais l'ambiance détendue de la rue. Je tombais sur Hans et Claudia devant la salle des cérémonies. Ils mangeaient debout et à la hâte une sorte de sandwich assez peu appétissant. Normal. Pourquoi se faire plaisir? Par moins de temps à manger sur le pouce et c'est moins cher. Bref, plus rationnel. Bonsoir Julien, dirent-ils en chœur. Bonsoir vous deux. Alors combien de temples avez-vous à visiter cet après-midi? Disons que nous avons bien rentabilisé notre journée, répondit Hans. Le concert ne va pas tarder à commencer, annonça Claudia. La salle des cérémonies était en fait une sorte d'amphithéâtre en plein air. Celui-ci était déjà presque plein. Et nous nous assîmes au fond, tout en haut, mais de face. Moi qui suis un mélomane exigeant, j'avais quelque approprié sur les gamellons. Sorte de grands xylophones en bambou qui produisent une gamme limitée de sons peu subtils.
Ce soir-là, il y en avait pas moins de 8 sur scène. Et lorsque le concert commença, je fus surpris par l'ampleur du bruit qui s'éleva dans l'amphithéâtre. Le son semblait de prime abord assourdissant, voire cacophonique, mais une sorte de cohérence d'ensemble m'apparut par la suite. Je devais finir par reconnaître qu'il y avait même quelque chose d'envoûtant dans cette musique, pourtant peu harmonieuse pour un occidental. Au bout d'un moment, la répétitivité des mélodies vous hypnotisait et vous vous retrouviez dans un état second, comporté par les sons obsédants qui avaient une emprise sur votre cerveau. Une forte odeur de sens se répandait dans l'amphithéâtre, en différents endroits, et ensorcelait le public. 10 ou 20 minutes s'étaient écoulées, peut-être plus, car je perdais la notion du temps. Quand les danseuses firent leur apparition sur la scène, richement vêtues de leurs sublimes costumes traditionnels, hauts en couleur et très raffinés. Leur coiffure était sophistiquée et consistait en un chignon agrémenté de perles et de fins rubans. Leurs pas de danse étaient précis, délicats. Chaque mouvement portait en lui une féminité et une grâce incroyables. De loin, je pus voir leurs yeux à moitié révulsés et d'un seul coup, je compris tout. Elles étaient en transe. Elles dansaient sous hypnose. C'était impressionnant de les regarder dans cet état se mouvoir parfaitement en rythme, au son des gamellons qui maintenaient leur transe et la communiquaient aux spectateurs. Leur dépassement dans l'espace était mesuré leur coordination parfaite. Leurs mains jouaient un rôle crucial dans la danse. Elles se mouvaient en une série de gestes délicats, très codifiés, dont l'élégance n'avait d'égal que la précision. Le public était captivé et je le sentais vibrer en harmonie avec les danseuses. Les senteurs de sens nous ensorcelaient. Seul Hans regardait sa montre de temps en temps. Claudia était subjuguée par le spectacle. J'avais l'impression qu'elle allait entrer en lévitation, phénomène qui aurait fort intéressé son scientifique de mari. Le rythme s'accéléra progressivement et le son abrutissant des gamellons s'amplifia, prenant possession de mon cerveau et hantant mon âme qui n'était déjà plus tout à fait la mienne. Le parfum des encens habitait mon corps et imprégnait chaque fibre de mon être. Les lumières de la scène tournoyaient dans ma tête, tandis que chaque cellule de mon corps vibrait au rythme des percussions.